Merci pour l'invitation. C'est vrai que je pense que c'est important qu'il y ait l'éleveur qui soit représenté au cours de cette journée. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou en vidéo, c'est quand même important. C'est une petite parenthèse dans le sens où nous sommes au quotidien avec nos animaux et puis c'est nous qui assumons, on va dire, le risque financier en termes d'investissement. Je voulais simplement partager deux expériences donc au sein de la coopérative, au sein de la Coperle, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est 2950 adhérents, donc spécialisés en production porcine. Et donc je voulais vous parler juste de deux démarches qui ont été effectuées en termes de bien-être animal. C'est-à-dire donc la première, un outil d'évaluation BEA-DD, donc bien-être animal et développement durable, donc qui a été construit en 2017 et réactualisé en 2021, bien sûr, en fonction des évolutions réglementaires et des attentes sociétales. Donc c'est un outil qui, lui, avait, comment dirais-je, pour but de faire un état des lieux de la situation dans les élevages. Parce qu'avant de savoir où l'on va, je pense qu'il faut déjà savoir d'où on part. Donc c'était très important de pouvoir le faire. Ensuite, donc c'était un moyen de communication auprès des éleveurs aussi. Bien sûr, ils connaissent la réglementation, mais concrètement de mettre en avant certaines attentes sociétales. La deuxième mission, c'est aussi, comment dirais-je, de pouvoir mettre en avant des bonnes pratiques d'élevage. Parce qu'évidemment, oui, il y a des bonnes pratiques, même si l'élevage globalement est quand même relativement controversé, il y a des bonnes pratiques en élevage. Donc c'est un moyen aussi de réassurance vis-à-vis des éleveurs et de les encourager, bien sûr, et de les motiver. La troisième mission, après aussi, c'est aussi de pouvoir, comment dirais-je, mettre en place un plan individuel. Donc on est vraiment dans une logique d'amélioration continue, le plan de progrès. Et voilà. Et bien sûr, tout ça, ça donne aussi de la visibilité aux éleveurs. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'investissement structurel. Quand on investit dans les exploitations, en général, c'est pour du 20 à 25 ans. Donc c'est relativement long. Donc quand on y va, faut pas se planter, quoi. Et donc ça permet à la fois quand même de donner de la visibilité à court, moyen et long terme. Donc à ce stade aujourd'hui, il y a eu plus de 2300 audits qui ont été réalisés au sein de la structure. Comment dirais-je, juste pour la petite information, parce que quand on parle d'évaluation, on peut parler d'audit, mais aussi donc il y a un protocole de plan de contrôle qui est mis en place. Parce que quand on parle d'évaluation, il y a aussi les audits par tierces parties qui sont quand même assez importantes. Et donc aujourd'hui, il y a un plan de contrôle avec un organisme indépendant qui évalue non pas dans chaque exploitation ce qui est fait ou ce qui a été évalué, mais plutôt la méthode, la manière dont le groupement pilote cette évaluation et bien sûr sa présence aussi en élevage. Donc ça, globalement, c'est la première action qui a été mise en place au sein de la coopérative. Et la deuxième action, qui est un petit peu plus récente, qui date de 2 ans, bon, ça a été évoqué, je pense qu'on en reparlera un peu plus au cours de la journée, c'est sur l'aspect l'étiquetage, donc à travers la EBA, Association étiquetage bien-être animal, donc à laquelle Coperle est adhérent. Donc ça fait 2 ans que nous travaillons à un référentiel porc. Donc l'objectif, je pense que l'étiquetage, tout le monde le sait, c'est avant tout bien sûr un moyen d'information sur les conditions de vie et d'abattage des animaux, donc vis-à-vis du consommateur, mais aussi pour moi en tant qu'éleveur, et ce qui est important aussi, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi ça permet de donner de la visibilité et des orientations, notamment dans le choix des investissements. Bien sûr, tout ça, c'est à mettre en lien avec, l'activité économique, qui reste avant tout le nerf de la guerre, dans le sens où ce n'est pas, là, c'est vraiment parole d'éleveur. Les éleveurs ne souhaitent pas faire progresser ou évoluer sur le bien-être animal, bien sûr. C'est plutôt la capacité à pouvoir le faire, et pour pouvoir le faire, il faut une revalorisation. D'où l'interrogation aussi sur le conso, bien sûr, mais ça, je pense que ce sera sujet à débat, sur sa capacité et la volonté du consommateur à pouvoir valoriser ces démarches. Donc pour revenir sur la EBA, donc c'est ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, on retrouve l'ensemble des maillons de la filière. Donc à savoir, si on prend la filière, donc l'amont avec l'élevage, la notion sur le transport, l'abattage, la transformation, la distribution. Et en plus de ça, donc il y a différentes parties prenantes, à savoir bien sûr les associations de protection animale, mais aussi les instituts techniques scientifiques qui apportent de l'expertise, ainsi que les vétérinaires. Donc là, c'est un champ vraiment relativement large. Et donc tout ça, pour avoir un objectif, c'est d'aboutir à un référentiel qui est finalement le fruit d'un consensus. Parce que vous imaginez bien qu'avec l'ensemble des parties prenantes que j'ai citées, c'est à la fin, on doit arriver à un consensus. Et donc cette notion d'évaluation, toujours, doit être associée bien sûr à un plan de contrôle avec des organismes indépendants externes, et qui, là où personnellement j'attache un petit peu d'importance aussi, il faut que les personnes qui justement font partie de ces organismes, il faut des personnes compétentes, dans le sens où le bien-être animal, c'est quand même
une thématique ou un sujet très, très sensible et particulier. Il faut vraiment que les gens soient formés et sensibles à ça. Et ensuite, alors, comme je voyais que la thématique, c'était évaluation et certification, là, je vais prendre une casquette un petit peu plus qualité sur la notion de certification, parce que pour moi, la certification doit répondre à un cadre qui est normé, finalement. Type ISO, hein, tout le monde connaît les normes ISO, ça répond vraiment, et là, c'est ce qu'on appelle la certification. Il y a un cadre normé, si je prends les productions animales, qui sont aussi à travers le label rouge, qui lui, comme ça a été évoqué tout à l'heure, donc c'est un cahier des charges publiques, c'est normé, etc., donc c'est de la certification. Par contre, globalement, je pense qu'il y a suffisamment de spécialistes dans la salle pour me dire si je me trompe ou pas, mais à ce stade, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de certification bien-être animal. On n'a pas vraiment de normes, en sachant que la norme renvoie souvent à de l'international. Et ça, je pense que c'est important d'avoir en tête. Si on prend, par exemple, le code terrestre, code santé des terrestres de l'OIE, comment dirais-je, il y a bien des orientations en termes de bien-être animal qui, finalement, vont au fil du temps devenir des exigences, mais finalement, ce ne sont pas des normes, donc il n'y a pas de certification à ce stade. Tout à fait, merci. Voilà. Et je pense que c'est des choses, en tout cas, qui animeront probablement les ateliers cet après-midi. Merci de ce premier témoignage. Du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, plan de contrôle aussi, vérification d'élevage, peut-être en passant la parole, excusez-moi, à Rabat Belhassem, qui est directeur de la DDPP de l'Ain, peut-être pour donner votre point de vue aussi, vous, peut-être la dynamique sur les dernières années, ou ce que vous observez en élevage ou en abattoir à travers différents contrôles. Tout à fait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous montrer une photo que j'avais prise quand j'étais inspecteur à l'abattoir dans les années 90. Je ne sais pas si on peut la passer. Elle est un peu, je dirais, ancienne. C'est des choses qu'on ne retrouve plus dans nos abattoirs, mais pour vous montrer en fait, l'évolution depuis plusieurs années. À l'époque, c'était pendant la vache folle, et les animaux malades étaient autorisés à l'abattoir. Donc, je ne sais pas si on la voit, la photo. Et en 2000, je crois que c'était le 8 juin 2000 exactement, on a interdit l'arrivée des animaux malades à l'abattoir. Donc cette photo, je l'ai mise ce matin, effectivement, c'est pour vous rappeler quand même un certain nombre de choses. C'est un animal qui est arrivé à l'abattoir avec un CVI, ce qu'on appelle un certificat vétérinaire d'information, pour dire que l'animal était malade. Il peut être autorisé, effectivement, à être abattu. Mais ce qu'on constate, ici, il n'y a pas de respect du bien-être animal. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un animal qui a été couché pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour provoquer ces escarres élargis. À tel point, la deuxième photo est juste à côté, on constate la queue et on peut compter les vertèbres coccygiennes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de peau, il n'y a plus de poils, plus rien. Donc du coup, nos contrôles officiels se font, je dirais, dans un objectif bien précis pour, je dirais, faire respecter les dispositions législatives et réglementaires. Ces contrôles se font, je dirais, de la fourche, presque à la fourchette, mais ça s'arrête à l'abattoir, c'est-à-dire dans les élevages, dans les moyens de transport et au niveau des abattoirs. Donc là où il y a des animaux vivants, on fait des contrôles. On fait aussi des contrôles chez des particuliers, les gens qui détiennent des chiens, des chevaux, etc. Bon, peut-être on ne l'aborde pas ici. Mais on couvre, je dirais, un champ d'action très, très, très large, y compris aussi dans des points de vente où on vend des animaux de compagnie. Donc, juste pour vous faire un petit rappel de la réglementation, ça a été cité tout à l'heure. Le premier article, c'est L214, 1, qui fait référence à un certain nombre d'associations, qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Et l'article suivant, le 214-2, dit que tout homme a droit de détenir des animaux dans des conditions prévues à l'article que je viens de citer, et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article suivant, c'est-à-dire 214-3, qui prévoit qu'il est interdit
d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'aux animaux apprivoisés ou tenus en captivité. Et l'alinéa suivant dit que des décrets d'application sont prévus pour donner des mesures à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements et les utilisations abusives et à leur éviter les souffrances lors des manipulations inhérentes aux techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux. Donc vous voyez, le champ est assez large. Alors, juste une petite parenthèse, quand on parle de certification, il n'y a pas de règle. Néanmoins, nous, quand les vétérinaires dans l'administration, même des vétérinaires sur le terrain, peuvent signer des certificats à l'export, aux échanges intracommunautaires d'animaux de boucherie notamment, ou de volailles. Et dans ces certificats, on s'engage, si vous voulez, à certifier que les animaux sont de bonne santé, il n'y a pas de maladie réglementée, mais aussi des conditions de transport, c'est-à-dire aussi de bien-être animal, sachant que la durée du transport est prise en compte avec un plan de marche, etc. Donc c'est la seule certification qui existe. Après, maintenant, par rapport à ces fameux règlements, il y a un article du Code rural qui est intéressant, qui interdit, donc c'est un décret, c'est la partie R du Code rural, qui prévoit qu'il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, de priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement, de les laisser sans soin en cas de maladie ou de blessure, de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée, ou l'inadaptation des matériels, installations, agencements, etc., etc. Donc vous voyez, il y a toute une liste d'interdictions qui sont prévues par des textes. Et nous, quand on fait des contrôles, on a des moyens, des outils qui sont des grilles d'inspection qui reprennent évidemment les items qui sont les 5 libertés qu'on détaille par item. On a aussi ce qu'on appelle des VETBECOM, où on précise un certain nombre de choses par espèce. Et surtout, ces moyens-là permettent une harmonisation au niveau national de tous ces contrôles, mais aussi une harmonisation des suites données à ces contrôles. Bon, vous allez me dire que tout contrôle relève un certain nombre de manquements. Et les suites, parce qu'on n'est pas dans un monde parfait, malheureusement, ces suites doivent être, je dirais, proportionnées, dissuasif, mais surtout effective. Donc du coup, on a des suites qui sont d'ordre administratif, d'accord, sous forme de mise en demeure, avec des injonctions, avec des délais, ou sous forme d'arrêtés préfectoraux quand on est en face ou en présence d'un animal en état de misère physiologique ou en état, je dirais, de maladie ou de blessures graves. Et là, on prend des mesures qui permettent d'abréger les souffrances. Tout à fait. Et une autre suite, c'est que des fois, quand on se retrouve dans le cas de maltraitance animale, bien, on retire les animaux et on met aussi un certain nombre, donc un PV de constatation, et on confie les animaux à des associations de protection animale dans l'attente d'une décision judiciaire. D'accord. Merci beaucoup de ces éclairages. Je propose, du coup, pour compléter le panel et le point de vue, de passer la parole à Séverine Fontaine de Carrefour, qui pourra peut-être d'ailleurs donner aussi son avis sur toute l'initiative AEBEA, puisque je crois qu'effectivement, le porc, ça touche à sa fin avec plus de 70 réunions, je crois, sur un peu plus d'1 an, sachant qu'en volaille, ça avait été aussi très intense. Donc, et le bovin s'annonce, donc Séverine. Merci de votre invitation. Alors effectivement, pour nous, les contrôles sont présents déjà sur nos filières depuis un certain temps, puisque depuis 25 ans, sur la filière qualité, on fait opérer des contrôles par des tiers, depuis le fabricant d'aliments à l'élevage jusqu'à l'abattoir. Ces contrôles, pour nous, ont plusieurs objectifs.
Un, c'est nous rassurer en tant que, je dirais, acheteurs, nous rassurer et pour pouvoir rassurer nos clients. Donc effectivement, pouvoir garantir qu'on suit certaines règles et qu'on suit notre politique bien-être animal qui a été évoquée tout à l'heure. C'est rassurer aussi nos actionnaires, puisque ce sujet est très demandé aujourd'hui, de plus en plus demandé. Et en tant que notre souhait de devenir leader de la transition alimentaire, le bien-être animal a toute la place dans notre politique. Et donc nous reportons effectivement publiquement et nous sommes très questionnés sur ce sujet. Et donc nous avons besoin de contenu pour prouver nos actions, pour prouver qu'au-delà de nos intentions, sur le terrain, nous agissons. Historiquement, donc je le disais, des contrôles, donc qui sont des contrôles, je dirais, qui étaient de l'ordre de 10-20% sur les élevages avec la filière. Et puis il y a 3-4 ans, ça s'est accéléré. On a commencé par augmenter les contrôles en abattoir, donc avec un partenariat avec l'OABA qui a formé différents auditeurs. Et donc tous nos abattoirs aujourd'hui sont audités spécifiquement sur le bien-être animal. Et nous avons joint à cette demande une demande assez forte d'installer petit à petit de la vidéo. Alors c'est un autre moyen, on va dire, de contrôle ou de réassurance, donc la vidéo contrôle en abattoir, parce que pour nous c'est un outil intéressant de formation, de suivi, et puis c'est quelque chose qui est reconnu comme un effort de transparence par nos clients. Dans ces transports également sont audités, dans ces audits sont intégrés la partie transport. On audite aussi maintenant de plus en plus les centres d'allottement, donc on va de plus en plus loin. Et puis donc on a également accéléré les contrôles en élevage avec différents outils. D'abord, dans nos cahiers des charges, effectivement, nous avons le principe de base de respecter la réglementation, mais via ces contrôles, on audite certains points de la réglementation parce que ça nous paraît indispensable de garantir ça à nos clients. Et ensuite, on a développé des exigences supplémentaires dans les cahiers des charges. Je vous prends un exemple. Pour le veau, on doit avoir des alarmes pour pouvoir garantir qu'on ne va pas laisser des petits veaux étouffés. Donc, c'était des points qui sont parfois devenus réglementaires, mais qu'on ajoutait dans nos cahiers des charges pour pouvoir les développer. Et puis, donc, développement d'outils comme l'AEBEA, le LIT, l'AEBEA, puisqu'on est adhérent aux 2 associations, qui ont permis de mettre à jour un étiquetage et derrière cet étiquetage une grille de contrôle, puisqu'on a donc sur le poulet 230, je pense que sur le porc on va faire mieux parce qu'on a beaucoup de stades et donc avec une augmentation de la fréquence qui est liée, puisque tous les acteurs sont audités tous les ans. Et ça, c'est un point de réassurance qui est très important pour nous, parce que alors déjà un audit, c'est une photo à un moment donné, mais c'est vrai que la fréquence annuelle, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Pour les stades, je dirais, de valorisation du bien-être animal, ça nous paraît un minimum. Donc ça augmente d'autant plus ces contrôles. Je vais faire quelques points sur la EBA. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de co-construction ce matin, mais vraiment c'est au cœur de la démarche. Et la grille co-construite garantit pour nous qu'elle prend en compte toutes les attentes des différentes parties prenantes, qu'on s'est bien entendu sur le fond. Et je peux vous dire que, je ne sais pas, on va citer la litière ou les matériaux manipulables, mais un mot est un mot. Et pour pouvoir être bien contrôlé, on a besoin de donner à nos auditeurs des éléments très factuels et bien expliquer ce qu'on attend. Donc on a besoin de s'attendre, bien sûr, de s'entendre sur le sujet. Et ces grilles, au-delà de l'audit, ont donné une vision, je pense, à l'ensemble des acteurs, une vision partagée, et on a tous pris notre part de responsabilité en disant, voilà, demain, ce qu'on attend, le must du bien-être animal, pour nous, c'est 230 critères au niveau A. Si vous voulez être supérieur, ça va être B. Bon, voilà, on a passé. Et si vous voulez être sur des animaux élevés en bâtiment, le must de l'élevage en bâtiment, ce sera le niveau C. Donc beaucoup de réunions, vous l'avez dit, mais un travail solide, je pense, qui va permettre d'informer le consommateur,
Donc le consommateur aura le choix et on sait qu'il nous pose des questions, il est perdu un petit peu sur les mentions qu'il peut trouver sur les emballages. Et donc là, la caution, je dirais, à la fois scientifique, des ONG, et puis ce système d'audit lui dit, ben, le A c'est ça, le B c'est ça, le C c'est ça, c'est blanc ou noir. En gros, vous savez ce que vous achetez. Et ça permet effectivement, je rejoins, de valoriser le travail des éleveurs. C'est une forte attente également. Il y a beaucoup d'agribashing, enfin voilà, et il y a beaucoup de travail qui est très bien fait, et on a besoin de pouvoir prouver aussi que ce travail est bien fait, et on a d'autres outils derrière qui peuvent poursuivre, comme la blockchain, on en a sur certaines filières. On va pouvoir montrer vraiment le résultat des audits, et toute la chaîne. Alors pour le porc, on sait que dans une tranche de jambon, il y aura beaucoup d'éleveurs et beaucoup de cochons, mais sur un poulet entier, c'est plus facile. C'est cet éleveur qui est situé là, qui a été audité à telle date, qui a eu cette date, donc ça va permettre encore d'améliorer la transparence. Peut-être un dernier point du coup ? Comment ? Un dernier point si vous voulez. Oui, je vais conclure. Ouais. Donc on utilise aussi les outils développés par les interprofessions. Donc Boviwell, ça rentre dans nos cahiers des charges. On a demandé des audits, et effectivement la fréquence des audits est adaptée à la note et à un plan de suivi spécifique. Donc le point de progrès est aussi très important dans l'utilisation de ces grilles et de ces évaluations. Donc on a aujourd'hui plusieurs outils, et effectivement l'auto-évaluation c'est un bon début, et c'est quelque chose qu'on regarde aussi, et qu'on souhaite avoir accès aux données le plus possible, encore une fois en transparence, pour situer aussi, pour détecter les points où il faut mettre un peu plus de force pour faire avancer, ou de moyens, que ce soit technique, économique, ou les points qui sont déjà très très avancés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Séverine. Donc finalement le faire savoir et le savoir-faire, les deux sont extrêmement importants, et du coup si on essaye de finalement finaliser le balayage, les éleveurs, le contrôle vétérinaire, la distribution, peut-être Monsieur Patrice Charon, donc du Conseil national des associations familiales et laïques, le point de vue finalement de la société, des consommateurs, des gens qui sont peut-être moins affines avec toutes ces notions-là. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir accueillis. Donc effectivement, au sein de notre centrale, les points comme le bien-être animal, l'environnement, le climat est d'actualité. Et donc on a une équipe qui travaille justement sur ce sujet-là, puisqu'on a des représentations au sein d'Interbev, du CNA et du CNIEL. Deuxièmement, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est toute la filière. Il n'y a pas que l'élevage, il y a l'abattage, il y a le transport et il y a la commercialisation. Alors, je reviendrai un peu sur l'élevage. Bon, on a parlé des bâtiments, mais on a oublié de parler aussi de l'aliment. C'est vraiment une chose très importante. Les produits médicamenteux, l'utilisation des produits médicamenteux. L'abattage, évidemment, on est favorable à l'étourdissement. Quant au transport, il n'y a pas que le transport de chez l'agriculteur jusqu'à l'abattoir, mais par contre, il y a le transport vers l'étranger, en bateau, etc. C'est quelque chose que l'on regarde. Et la commercialisation, nous, on est tout à fait favorable qu'au niveau du détail, on mette en avant ces critères-là, dont HVA, HVE, etc., qui sont, à mon sens, fondamentaux. Par ailleurs, puisqu'il existe des signes de qualité, nous, on tient à ce que tous les signes de qualité puissent intégrer ces nouvelles dispositions concernant le bien-être animal. Il y a quelque chose qui a été dit dans la salle à un moment donné, ça a un coût. Et bien sûr, il faut des moyens. Donc, en ce qui nous concerne, nous, on tient à une valorisation du monde agricole, parce que le monde agricole, c'est un savoir-faire en France, et on tient à le garder. Et c'est la raison pour laquelle on admet en tant que consommateur qu'il y a une valorisation, si vous voulez, de payer un petit peu plus sur ces éléments-là, et ce qui est tout à fait logique. Sachant bien sûr que l'alimentation est devenue une valeur d'ajustement, et que l'habitation, la voiture, la téléphonie et le voyage, évidemment, pour beaucoup de familles, c'est prioritaire. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de contrôle, et sur cet aspect-là, moi, je tiens à y revenir. Pourquoi on y revient ? Parce qu'on sait, parce que je ne veux pas être dans l'air du temps, c'est que l'État rend responsable les entreprises pour tout ce qui est sanitaire, etc. Et on le sait, puisqu'on est en contact avec les vétérinaires et les services de contrôle de la DGCCRF,
si vous voulez, il y a une diminution drastique de ce type de fonctionnaires, alors qu'on en a vraiment besoin. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait un contrôleur derrière chaque professionnel ni chaque agriculteur, non. On a oublié le rôle de conseil de la fonction publique. Moi, je ne resterai uniquement à un contrôle de deuxième niveau, d'autant plus que si on a souvenir, et les consommateurs, on est très inquiets, c'est que jusqu'à présent, toutes les crises sanitaires étaient à l'origine l'extérieur. Les farines animales, le fipronil, etc., c'était des dossiers qui venaient hors de France. Or, depuis quelque temps, on a des problèmes en France, répétés, et c'est la raison pour laquelle, en tant que consommateur, on a quand même une certaine inquiétude, une grande inquiétude. Est-ce que les contrôles réalisés, c'est des contrôles privés ou des entreprises qui ne sont pas du tout remis en cause par un contrôle de l'État? Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une certaine vigilance de ce côté-là. Je reviendrai à la commercialisation, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau par rapport à la période du Covid. On a vu se développer dans les magasins, tout confondu, les produits bio, avec une multitude d'informations. Mais ce qui s'est avéré, c'est qu'on parle toujours de traçabilité. Ça a été encore évoqué au cours de cette matinée. Mais la traçabilité, lorsqu'il y a des doubles rayons, lorsqu'on va parler du bien-être animal, lorsqu'on va parler d'HVE, tous ces éléments-là, ce sont des éléments complémentaires où la traçabilité est de plus en plus complexe, parce qu'on a parlé d'un animal, mais la traçabilité, ce n'est pas uniquement un animal. C'est un steak, c'est un filet de poulet, etc., etc. Et à un moment donné, il nous faudra avoir une réflexion sur cette évolution, sur cette traçabilité. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, je pourrais répondre à vos questions. Pour clore, je crois très sincèrement qu'on est arrivé à un stade où on a besoin de transparence. C'est-à-dire d'expliquer aux gens qu'un lapin, il est sur un caillebotis parce que ses excréments, ils sont réingérés par le lapin. Donc, il y a des choses tout à fait simples. Qu'un morceau de viande, ce n'est pas qu'un steak. C'est aussi des morceaux qui sont utilisés dans des préparations. Il y a une multitude d'informations qu'on peut donner. Et il ne suffit plus de marquer uniquement HVE ou bien-être animal. Il faut aussi l'expliquer ce qui est fait. Moi, je suis très content d'être membre associé à la Chambre d'agriculture ou de participer à des travaux pour aller voir dans les entreprises, si vous voulez, comment ça se passe. Donc, je suis tout à fait favorable à cette transparence. Et deuxièmement, on ne peut évoluer qu'avec une certaine concertation. C'est-à-dire comprendre les uns et les autres, que ça a un coût, que le monde ne s'est pas fait en un jour. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup de ce témoignage.